Depuis l'annonce du cessez-le-feu entre Téhéran et Washington, les partisans du régime iranien crient victoire. L'Amérique n'est qu'un tigre de papier. Les Américains ont maintenant compris que l'Iran est une superpuissance. Ce matin encore, ils étaient plusieurs milliers mobilisés pour rendre hommage à l'ayatollah Khamenei, tué il y a 40 jours par une frappe américaine. Les opposants au régime, eux, se font discrets. Tétanisés par la répression, ils ne se sont pas soulevés comme le président Trump l'avait imaginé. Take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Même sous les bombes, les gardiens de la révolution ont tenu le pays. Par peur de nouveaux soulèvements, les arrestations se sont multipliées. Près de 150 condamnations à mort ont été prononcées, rien que depuis le début de l'année. Difficile de recueillir des témoignages sur place. Internet est coupé. Les Iraniens soupçonnés d'utiliser des réseaux privés, masquant leur adresse, prennent le risque d'être emprisonnés. Joint au téléphone, un Iranien confie son épuisement, bouleversé notamment par les destructions d'infrastructures civiles. Il n'y a plus la confiance en Trump qu'il y avait au début. Aujourd'hui, soit on est tué par Trump, soit on est arrêté par le régime. C'est ça notre choix. Face à un avenir incertain, chacun cherche à souffler. Comme beaucoup de femmes sans foulard, ces deux jeunes filles de Téhéran continuent de résister avec une pointe d'ironie. Au moins, la police des mœurs nous laisse vraiment tranquilles. Quand je passe les checkpoints, les policiers ne disent rien pour mes cheveux. Certainement parce qu'ils n'ont plus de commissariat où nous conduire. Ils ont été détruits. Alors le régime iranien sort-il renforcé ou fragilisé par 6 semaines de guerre? Qui dirige le pays aujourd'hui? Les gardiens de la révolution ou le nouveau guide suprême qui n'est toujours pas apparu en public? La population iranienne est-elle la grande oubliée de ce conflit? Nos trois invités pour ce débat est, comme vous disiez, Chérine Ardakani, une brochette franco-perse ce soir. Vous êtes avocate, présidente de l'association Iran Justice. Vous êtes l'avocate de plusieurs dissidents politiques, dont la femme prix Nobel de la paix Narges Mohammadi. Et vous avez conseillé les familles de Cécile Collère et Jacques Paris qui ont été libérés, qui sont arrivés à Paris hier. Selon vous, le cessez-le-feu est un leurre. Il n'a pas arrêté ce cessez-le-feu, la répression contre la population iranienne. Dans la guerre menée par le régime contre les civils, il n'y aura pas de cessez-le-feu. À côté de vous, Farid Vaïd, bonsoir, co-directeur de l'Observatoire Afrique du Nord et Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Vous considérez que le pouvoir est désormais partagé entre plusieurs groupes avec des divisions. C'est un système qui a été pensé pour survivre, même avec un soutien populaire limité. Et à côté de vous, Delphine Minoui, bonsoir. Vous êtes grand reporter pour le quotidien Le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez signé ce matin dans Le Figaro un papier sur la répression. Selon vous, la population iranienne est abattue et sidérée, en état de sidération. En revanche, la détestation du régime est plus que jamais présente. Ça laisse présager un futur qui sera nourri de poussées de fièvre. Et on démarre le débat avec le visage du jour, Benjamin. Comme un hommage, celui d'un jeune homme souriant, Ali Fahim, 23 ans, exécuté par le régime iranien, accusé notamment d'avoir participé aux manifestations monstres du mois de janvier dernier contre le gouvernement des Mollahs. Il a été pendu il y a 3 jours. Au cours de la semaine qui vient de s'écouler, ce sont au moins 10 prisonniers politiques qui ont été exécutés par la République islamique selon l'ONG Iran Human Rights. Chérine Ardakani, est-ce que la terreur, ça fait partie de la stratégie de survie du régime actuel ? Non seulement c'est la stratégie de survie, mais c'est aussi l'ADN de ce régime qui, dès qu'il est arrivé en 79, craignant une contre-révolution, a immédiatement fait un usage massif de la peine de mort. On l'a vu suite aux manifestations monstres que vous avez évoquées, qui ont atteint leur paroxysme le 8 et le 9 janvier dernier. On a des milliers de personnes non seulement qui ont été tuées dans les rues, mais aussi qui ont été arrêtées. Et le régime avait là un vivier de manifestants, si je puis m'exprimer en ces termes, abjects évidemment, à exécuter. Et on a vu que c'était le cas. Sur les 10 derniers jours, on a eu une vingtaine d'exécutions. Et il y avait aussi des manifestants qui avaient été arrêtés mineurs lorsqu'ils prenaient part aux manifestations Femmes et Liberté de 2022 et qui étaient là depuis 3 ans dans les prisons. Et là, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu dans cette guerre entre le régime et sa population. Delphine Mouinou, on peut évaluer le nombre de prisonniers politiques qu'il y a aujourd'hui dans les prisons iraniennes ?
C'est démentiel, ça se mesure par dizaines de milliers de personnes qui sont derrière les barreaux. On parle souvent de la grande prison d'Evin à Téhéran, et encore, c'est ce que nous disent les Iraniens, c'est l'hôtel de luxe comparé à tous les centres de détention officiels, officieux qui existent à travers le pays. Et pendant cette guerre, eh bien, le régime a continué à mener sa propre guerre contre sa population. Et il y a plusieurs centres de détention où les gardiens sont partis. Ils ont été remplacés par des proches des gardiens de la Révolution. On nous dit que les infirmeries sont fermées, que les cantines fonctionnent au ralenti, que les repas sont rationnés, que les liens sont coupés pour la plupart des endroits avec les familles. Donc c'est des conditions vraiment terribles et inquiétantes. Oui. Ben justement, on va écouter des conditions terribles, vous dites, rapportées notamment par Jacques Paris, ce Français otage en Iran pendant près de 3 ans et demi et qui vient d'être libéré. Écoutez. Nous avons été traités dans des conditions extrêmement difficiles. On peut même dire que nos conditions de détention étaient inhumaines. Nous étions sous menace permanente. Nous n'avions pas le droit de lire, pas le droit d'écrire. Dès que nous sortions de notre cellule, nous avions les yeux bandés. Évidemment, l'un des objectifs, sans doute, était de nous briser. Terroriser, Farid Vaïd, les prisonniers, mais aussi la population, parce qu'elle sait ce qui se passe dans ces prisons. Indirectement, c'est comme ça qu'agit le régime. Alors, juste un petit mot sur les mots de Jacques Paris et de Cécile Kohler. J'ai été très touché, déjà par leur libération, qu'on espérait depuis plusieurs années, mais par ce qu'il a dit hier à l'Élysée, parce qu'il dit que l'un des objectifs, le principal objectif sans doute, était de nous briser, mais nous n'avons pas été brisés. Et ensuite, il continue en disant, maintenant, nous allons profiter de la vie, vivre la vie. J'étais très touché par son discours, par sa force. En même temps, je suis tellement triste pour les Iraniens qui, eux, sont toujours pris en otage par le régime. Donc, c'est difficile de le vivre aussi pour nous en tant que Franco-Iraniens. Vous savez, moi, j'ai été naturalisé il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai senti physiquement, psychologiquement, dès lors où j'étais français, que j'ai un État démocratique qui va vous protéger. C'est ce qu'on a fait avec Jacques Paris, avec Cécile Kohler. Les Iraniens, eux, ils ont un régime qui montre aucune limite dans sa sauvagerie, dans sa répression. Et donc aujourd'hui, vous avez, comme ça a été très bien dit, cette guerre n'a jamais été arrêtée contre les Iraniens, c'est dans leur ADN, ça fait partie de leur stratégie de maintenir le pouvoir, de faire régner la terreur, la peur, avec les exécutions, avec les emprisonnements, avec les tortures, avec l'attentat qui ont essayé d'exécuter à Paris, avec sans doute d'autres attentats qui vont essayer de mener à venir en Occident contre les opposants. Donc il faut bien comprendre que la République islamique aujourd'hui tient aussi à cause de ça. Shirin Ardakani, vous avez des nouvelles de la prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, dont vous vous occupez, que vous soutenez, dont vous êtes la voix ici en Occident et qui a apparemment fait un infarctus la semaine dernière? Tout à fait, le 24 mars dernier, nous l'avons appris quelques jours plus tard, puisque nous étions dans l'impossibilité de communiquer avec Narges Mohammadi, qui se trouvait à la prison de Zanjan. Et quand on disait, et c'est un papier d'ailleurs de Delphine Mimeux, qui disait que les Iraniens et les prisonniers politiques étaient entre le marteau et l'enclume, parce que d'un côté, ils étaient dans les geôles de la prison politique et à la fois les lieux de détention étaient à quelques kilomètres des frappes, donc au fond la mort était partout. C'était le cas de Narges Mohammadi. Avant qu'elle fasse son infarctus, eh bien, la prison de Zanjan avait été frappée à 4 kilomètres, si bien qu'on ne savait pas si elle était toujours en vie. Donc soit c'est la mort à petit feu avec des conditions de détention qui ont été rapportées par Jacques Paris. D'ailleurs, je précise que Jacques Paris, nous avions saisi le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire avec mes collègues, notamment Martin Pradal, et qu'ils ont rendu un avis extrêmement accablant sur les conditions qui ont été assimilables à de la torture. Et c'est le cas de Narges Mohammadi, c'est aussi le cas de Nasrin Sotoudeh, qui est une avocate prix Sakharov, qui a été arrêtée au cours de la guerre pour avoir osé s'exprimer auprès de médias étrangers, notamment votre confrère du Point, Armin Arefi, qui avait eu cette interview, et elle en a payé le prix, c'est-à-dire une arrestation quasiment immédiate. Et le risque toujours de la pendaison. Et toutes les autres formes aussi de répression qui s'empilent au fur et à mesure. On a l'impression de revenir aux premières années de la République islamique. Les confiscations de propriété pour des gens qui ont soit manifesté ou des personnalités qui vivent à l'étranger, histoire de les bloquer encore plus. Des arrestations concernant les membres des familles d'opposants qui vivent, encore une fois, sur le terrain européen. Donc tout ça, ça s'empile, sans compter un simple vendeur de VPN, vous savez, qui permet de casser les filtres de l'Internet, arrêté récemment dans la ville de Kerman. Mais parlez-nous aussi de ce quotidien. Vous dites l'Internet qui est coupé depuis 3 mois, mais aussi un coût de la vie qui est devenu exorbitant. Certes, on peut encore s'alimenter, on peut acheter dans les commerces, mais c'est très cher et on ne peut pas communiquer
à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça, tout ça, c'est des formes de guerre également. C'est cet ami qui, il y a quelques jours, me disait au téléphone qu'il fait la tournée des pharmacies désespérément pour trouver des doses d'insuline pour soigner son diabète. C'est cette autre personne qui n'arrive plus même à nourrir au quotidien sa famille et qui va à l'épicerie. Et il y a des épiciers d'ailleurs qui mettent maintenant, alors il y a une grande solidarité aussi, ce qui est très encourageant, il y a des épiciers qui mettent sur leur vitrine « Servez-vous, vous nous rembourserez après la guerre ». Farid Vaïd, à propos de la gouvernance qui règne aujourd'hui, vous dites c'est un système complexe, un nizam, un système constitué de plusieurs parties entre les gardiens de la Révolution, une oligarchie, une élite économique. C'est une très bonne question. On nous pose souvent la question qui contrôle l'Iran. Il ne faut pas imaginer que ça va être une seule personne, Ghalibaf, le chef du Parlement, ou le chef des gardiens qui va contrôler le pays. Non, c'est un système, je trouve c'est très intéressant parce qu'en persan, on utilise le mot nizam qui veut dire littéralement système. On ne dit pas le régime, on ne dit pas les gardiens, on ne dit pas le clergé. En fait, ce système qui est très complexe, qui a été conçu pour durer longtemps avec un soutien minoritaire. Vous avez dedans les gardiens de la Révolution, et les oligarques, le secteur privé aussi en Iran qui a un poids important mais qui a un lien avec les militaires. Vous avez le clergé et à l'intérieur de chacun de ces secteurs, vous avez des courants qui pensent différemment. Alors, ce qui a changé, ça va être le vrai défi maintenant pour la République islamique, c'est jusqu'à présent, vous aviez une personne qui faisait l'arbitrage, qui avait le dernier mot, qui tranchait sur les sujets. C'était l'ayatollah Khamenei, le guide de la Révolution. Mais son fils aujourd'hui, on ne sait même pas s'il est en vie, s'il est en état de gouverner. De toute façon, il n'a pas la légitimité religieuse et politique de son père. Donc aujourd'hui, le vrai défi pour la République islamique, ne serait-ce que sur la question du cessez-le-feu ou des négociations, on ne sait pas qui a la main sur le dossier. Est-ce que c'est Ghalibaf? Est-ce que c'est le président? Est-ce que ce sont les gardiens? Donc ça, ajouté à la crise économique, on dit beaucoup que la République islamique a gagné cette guerre. Alors oui, le régime n'a pas chuté, mais si vous prenez la crise économique, la crise politique, la crise démocratique et quand même l'affaiblissement militaire du régime, je ne dirais pas non plus que le régime a gagné cette guerre. Shirin Ardakani, est-ce qu'on peut dire quand même qu'aujourd'hui c'est davantage une dictature militaire qu'une théocratie, justement, après que les mollahs aient été globalement décapités dans leur organisation? Mais vous avez parfaitement raison, et vous savez, je me souviens des premières interventions que je faisais avec d'autres quand la guerre a débuté. Certains disaient, mais ça y est, le récit très simpliste, en 2 semaines c'est plié, le peuple va se soulever après que Trump ait frappé. Et nous disions, attention, ça peut encore être pire. Et on nous regardait comme si finalement nous étions des pro-régimes, mais c'est évidemment pas dans cette optique-là. Nous disions, mais on peut passer d'une théocratie militarisée à juste une dictature militarisée. Et d'ailleurs, les jeunes femmes qui étaient interviewées tout à l'heure disaient, en fait, ils n'ont plus de commissariat, les bassidjis sont quand même toujours dans la rue, mais ils n'ont pas de commissariat où nous amener, et nous, effectivement, on n'a plus de voile. Par contre, ils sont quand même toujours dans les checkpoints. Ils sont les milices des gardiens de la Révolution qui sont chargés de réprimer la population. Donc on a toujours ces forces de sécurité sous différentes bannières qui sont là pour réprimer. Il y a certes peut-être plus de commissariats et peut-être plus de guides, en tout cas guides pairs, puisque le turban a changé de tête, mais le système répressif est toujours là. Donc c'est une dictature militarisée féroce. Et en plus, alors attendez, vous allez réagir, mais on va l'évoquer avec vous trois et avec Anna, et en plus, les bassidjis semblent de plus en plus engager des jeunes gens, des mineurs, garçons et filles, pour les aider, des mineurs armés. Oui, 12 ans, des garçons et des filles de 12 ans, à peine sortis de l'enfance, sont appelés à rejoindre donc les bassidjis pour défendre la patrie. Avant, il fallait avoir au moins 15 ans pour s'enrôler. Et c'est Raïm Nadali, l'adjoint du commandement des gardiens de la Révolution, qui s'est exprimé à la télévision iranienne le 26 mars. Tout le monde souhaite contribuer au front de résistance et nous avons un très grand nombre de volontaires au sein de la jeunesse. Il a donc lancé une grande campagne de recrutement d'enfants soldats dans la foulée. Les jeunes recrues seront chargés de missions de renseignement, de contrôle d'identité, avec cet objectif de dénoncer tous ceux qui montreraient le moindre signe d'opposition au régime des mollahs. Mais plusieurs ONG rapportent que des jeunes armés de mitrailleuses patrouillaient déjà, surveillaient la population, notamment à Téhéran et dans d'autres grandes villes, avant même cette campagne de recrutement. D'ailleurs, un jeune garçon de 11 ans a été tué mi-mars lors d'une attaque de drones israéliens alors qu'il était en service sur un checkpoint. Et selon le droit international, le recours à des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées constitue un crime de guerre. Farid Vaïd, c'est parce qu'il manque de soldats, les gardiens de la Révolution, ou du moins qu'ils anticipent des pertes, qu'ils en viennent à recruter des enfants, selon vous? C'est surtout parce qu'ils sont fanatiques. On a souvent tendance à oublier, à donner une image réaliste. Alors les gardiens sont pragmatiques, finalement des militaires comme les autres. Non, il y a une forte dose de fanatisme religieux.
de messianisme. C'est une guerre sacrée contre l'ennemi israélien, contre l'ennemi américain. Vous savez, déjà à l'époque de la guerre Iran-Irak, ils mettaient en avant des martyrs de 12, 13, 14 ans. Ils trouvaient ça normal. Et même nous, à l'école, on ne s'en rendait pas compte que ce n'était pas normal. Donc c'est quand même un régime fanatique et religieux, c'est une dictature religieuse. Donc pour le sacrifice, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez être martyr à 10, 11, 12 ans. Si c'est nécessaire, vous devez le faire. Embrigader des jeunes de 12 ans et plus, c'est pour moi quand même un signe de fragilité du régime, parce qu'il faut rappeler que ces dernières semaines, les frappes israélo-américaines ont sciemment visé des postes, des barrages, des checkpoints de miliciens Bassidji, à tel point qu'à un moment donné, mes interlocuteurs me disaient qu'ils se réfugiaient, du coup, ils se camouflaient dans les écoles, dans les hôpitaux. On en a vu certains dans des ambulances. Un ami a témoigné en me disant qu'il en avait vu qui portait le petit veston du Croissant Rouge, vous savez, les humanitaires iraniens. Oui. Donc c'est quand même un signe de faiblesse, mais en même temps, c'est aussi le signe d'une certaine force du régime, dans la mesure où ils disposent toujours de ce vivier. C'est des chaînes de relations, de quartiers, etc. Et ça a été à l'origine, je dirais, le génie machiavélique de l'ayatollah Khomeini, père de la République islamique en 1979, quand il a décidé de créer le corps des gardiens de la Révolution. C'était une façon de se dire, je crée une armée d'élite parallèle, au cas où l'armée régulière tenterait un coup d'État, j'aurai de quoi les réprimer. Et c'est pour ça que, jusqu'à ce jour, au bout de 47 ans de République islamique, le régime, l'air de rien, même fragilisé, parvient à tenir. Et Shirin Ardakani, quel est l'effet, vous diriez, de la guerre? Est-ce qu'elle a un effet, paradoxalement, une sorte de renforcement du nationalisme et du patriotisme qui affaiblit peut-être la contestation contre le régime, sans pour autant, bien évidemment, qu'il y ait un soutien? Écoutez, je ne peux pas répondre à la question. Moi, je pense que vraiment, là, il y a une rupture entre vraiment, dans la population, les pro-régimes, les partisans fanatisés, galvanisés par la guerre. C'est ceux qu'on a eu dans les images, en fait, officielles, les agences d'État, qui montraient à chaque fois des rassemblements patriotes. C'est quoi? C'est quelques millions Moi, de personnes? Moi, je ne saurais pas dire. Certains disent 10, 15, 20%. On ne sait pas en réalité. Mais en tout cas, ils étaient là. On ne peut pas dire que... Sur 98 millions voilà, il y avait de quand même des gens dans la rue. C'était les partisans, la base la plus fanatisée. Mais néanmoins, moi, les témoignages que j'ai aussi de l'intérieur, c'est que ces gens-là tapaient sur le système de l'ensemble des autres. C'est-à-dire que tous les soirs, vous aviez ces partisans qui étaient avec des haut-parleurs, voilà, avec leur... c'est pas un déguisement parce que ce serait pas élégant de dire ça, mais avec leurs habits caractéristiques, et puis qui disaient « Haïdar, Haïdar, vive nos saints » dans la tradition chiite, qui s'autoflagellaient en disant « mort à l'Amérique et mort aux États-Unis ». Mais évidemment que les autres qui étaient reclus chez eux, ça leur tapait sur le système toute la journée, et ils disaient mais ils sont en train de nous rendre fous. Donc véritablement, cette guerre des nerfs absolument psychologique, c'était insupportable pour ceux qui eh bien, avaient protesté en janvier dernier. D'ailleurs, on voit qu'il y avait quand même un deux poids deux mesures, parce qu'effectivement, la liberté de manifester en Iran, ça dépend de pour qui. Parce que les partisans du régime, eux, n'avaient aucune difficulté. D'ailleurs, on voyait des femmes parfois non voilées, qui disaient vive Khomeini, Khamenei. Elles n'avaient pas le droit, effectivement, à la répression. Mais en revanche, voilà. Donc non, vraiment, je pense qu'il y a une fracture qui est très consommée. À un moment, certains avaient dit peut-être qu'il peut y avoir un risque de guerre civile même. Vraiment. Au sein même du système. Au sein de la population, parce que les positions sont maintenant radicalement tranchées. Mais Farid Vahid, est-ce que la population peut se soulever et est-ce qu'on peut imaginer que l'armée, une partie de l'armée, se mutine en soutien à la population, ou est-ce que c'est une utopie totale? Alors c'est toute la question. En quantité, effectivement, les partisans du régime sont très minoritaires. 5-10% sur 92 millions d'habitants, ça fait déjà pas mal de monde. La différence, c'est qu'ils sont armés, qu'ils ont les ressources du pays et qu'ils sont prêts à mourir pour le régime. Et ils sont unis derrière le système. On parlait du système. De l'autre côté, vous avez une majorité anti-régime, mais qui n'est pas armée, qui n'a pas cette idéologie du martyr, qui veut vivre, femme, vie, liberté, et donc qui n'a pas envie de mourir. Donc vous avez cette équation terrible d'un régime qui ne montre encore une fois aucune limite dans l'emploi de la force létale, dans la répression, et une majorité d'Iraniens qui veut vivre libre, mais en vivant
Donc voilà, c'est toute la question aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on aura des manifestations? Sans doute, certainement. Pour les mêmes raisons que nous avons eu d'autres vagues de manifestations, nous allons en avoir de nouvelles, pour des raisons économiques, politiques et autres. En revanche, à ce stade, si les gens sortent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore se faire tirer dessus. C'est la question terrible. Et pourquoi début janvier, certains Iraniens, parce qu'il faut le dire aussi, même si c'est une question compliquée à comprendre, pourquoi certains Iraniens espéraient aussi une intervention militaire? Parce qu'en 48 heures, américaine, on a subi plusieurs milliers de morts. Alors, certes, quand ils ont vu que Donald Trump faisait des tweets en disant qu'on va faire disparaître la civilisation iranienne, voilà, les choses ont drastiquement changé au sein de l'opinion. Mais il faut comprendre aussi toutes ces questions, parfois contradictoires et complexes. Delphine Minoui, on n'entend plus parler d'opposition. Est-ce qu'il y a encore une opposition? Et si elle existe, que peuvent-ils faire aujourd'hui? Oui, alors l'opposition a toujours été muselée en Iran. On a toujours dit que c'était plutôt les journaux qui prenaient la relève des partis d'opposition politique, aussi les syndicats. Toutes ces institutions-là sont toujours actives, beaucoup plus en sourdine parce qu'il y a, il faut le rappeler, donc ce blackout de l'Internet, parce que même les journalistes sont sous surveillance. Moi, certains de mes confrères et consoeurs journalistes iraniens avec qui j'étais tout le temps en contact, ils sont même très prudents quand ils m'appellent, parce que l'ironie, c'est que le seul bon Internet qu'ils ont, c'est dans les locaux de leurs journaux. Ils savent que leurs journaux sont sous surveillance. Donc c'est incroyable comment on communique. On renoue avec la métaphore à la Kiarostami. Vous avez tous vu les films de Kiarostami. Oui, c'est ça, on parle entre les lignes, on se passe des messages pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent transmettre. Shirin Ardakani, comment ils communiquent justement, ces opposants? Vous qui les connaissez, est-ce que vous avez l'impression quand même qu'ils essayent encore de faire vivre cette contestation? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Nasrin Sotoudeh, Narges Mohammadi, on en a des milliers d'autres, des femmes qui sont exceptionnelles. Alors, pas que des femmes, il y a aussi évidemment des hommes qui sont engagés. Mais il y a beaucoup de femmes. Le quartier des femmes est en résistance depuis très longtemps contre ce régime des mollahs et contre les militaires. Mais il n'y a aucune Bastille qui est imprenable, même dans les prisons politiques du pays. Vous avez toujours moyen de faire passer des messages. C'est le système D, donc on y arrive, évidemment, ça a un prix. Moi, je crois que les Iraniens y parviendront quand même, j'essaye de rester optimiste, à faire leur révolution. Par contre, ils avaient besoin de ce cessez-le-feu parce qu'ils sont épuisés. Les 48 dernières heures ont été un ascenseur émotionnel. Vraiment, toutes les personnes que j'avais, dès que Donald Trump a tweeté « Nous allons exterminer, anéantir cette civilisation », j'ai reçu des messages en disant est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce que nous allons être anéantis? Ça, c'était de trop. Alors que Farid Aïd, l'espoir, à un moment donné, venait justement d'une intervention extérieure. Et là, paradoxalement, ça a éteint beaucoup d'espérance, non? C'est ce qui est terrible. Au début de la guerre, effectivement, les Iraniens se réjouissent de l'élimination de l'ayatollah Khamenei. Mais en 40 jours, on passe du soutien au peuple iranien pour libérer le peuple à faire disparaître la civilisation iranienne. Donc mettez-vous à la place du peuple iranien qui doit se sentir très abandonné et très seul. Merci à tous les trois, en tout cas. C'était à la fois poignant et tout à fait passionnant de vous entendre débattre et évoquer le peuple iranien.